Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur ce nouveau live. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait d'interview en live. Et eh bien là, pour commencer cette nouvelle série, j'ai l'immense honneur de recevoir Paul Pironnet, qui est l'un de mes mentors, l'une des personnes qui m'inspire le plus, en tout cas, dans, euh, dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement. C'est également lui qui m'a formé aux outils de la PNL et qui eh bien, a fait de moi le coach que je suis aujourd'hui. Donc, bonjour Polo. Eh bien, bonjour, Jung, et puis bonjour à ceux qui nous suivent, soit en direct, soit en replay. Mais en tout cas, voilà, je suis très heureux de passer un petit moment avec toi, Jung. Eh ben, c'est un plaisir également. Et puis, bah, si vous nous suivez en direct, si vous récupérez l'interview en cours, surtout n'hésitez pas à participer, à nous mettre des petits pouces, des petits cœurs, etc. Voilà, pour permettre de diffuser un peu l'interview parce que je pense que ce soir, on va parler d'une thématique essentielle, indispensable, surtout en cette période où je pense qu'on a beaucoup d'occasions en ce moment de se retrouver un petit peu avec soi-même. Et la thématique qu'on a choisie, c'est justement comment se reconnecter à son essentiel. Et c'est quelque chose qui te parle puisque toi-même, tu gères un groupe Facebook qui s'appelle Retrouver son essentiel, il me semble. Absolument. Mm. D'ailleurs, on diffuse sur ce groupe actuellement aussi, puisque je vais être en partage de vidéos. Donc, merci de m'interpeller sur cette thématique, puisque je trouve que c'est une thématique importante, notamment en ce moment. J'ai Mm. l'impression que tout notre environnement nous ramène justement à nous ramener dans notre vie intérieure, chez nous d'abord, mais en soi aussi. Et donc, je trouve que c'est une thématique évidemment bien choisie pour l'occasion. Je vous invite à poser toutes vos questions pendant le live. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit sur la fin. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Vraiment, si vous avez des questions à poser à Polo ou à moi, voilà, on sera là en tout cas pour y répondre au maximum. Et puis, bah déjà pour commencer, euh, l'essentiel, c'est une notion parfois un petit peu ambiguë qui pourrait sembler un peu exotique pour certaines personnes. Est-ce que Oui. tu pourrais nous définir quelle est toi, ta définition de l'essentiel? Bah, l'essentiel, ça vient de l'essence. L'essence, bah, c'est ce qui vibre pour moi au fond de nous. Donc, on a plusieurs choses, mais quand je dis pour moi, le retour à l'essentiel, c'est le retour au fond à ce qui m'anime. M'anime, c'est ce qui vient de l'âme, l'animation, ce qui met en vie. Et l'essence, bah, c'est cette sève qui coule en chacun de nous et qui va, si on la canalise, si on l'accompagne, si on la développe, bah, qui nous amènera vers les fruits, en quelque sorte, de la plante que nous représentons. Euh, Découvrir cette sève, découvrir cette essence, découvrir ce pétrole, découvrir ce super qui est à l'intérieur, eh bien, c'est découvrir en fait au fond toute cette énergie qui est capable de m'élever, de me transformer. Et parfois, il nous faut un peu de pression environnante pour justement nous donner ou nous redonner l'occasion d'aller rechercher en fait intérieurement eh bien, ces raisons pour lesquelles nous, au fond nous vivons. Voilà, donc je pense se reconnecter à son essentiel, c'est une fois que je retire tout, qu'est-ce qui me reste en fait? Qu'est-ce qui me reste d'essentiel? Qu'est-ce qui me reste, qui me porte? Qu'est-ce qui reste qui fait vibrer mon âme en fait? Et alors c'est là après, en fonction du parcours de chacun, on va pouvoir mettre des mots, des ressentis, des expériences de plus en plus riches autour de cet essentiel-là. Je pense que le retour à l'essentiel, c'est ça. C'est au fond, voilà, si je retire tout ce qui n'est pas essentiel, qu'est-ce qui reste en fait, en quelque Hmm, sorte. super. Je vous invite d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à nous dire, vous aussi, quelle est votre définition de l'essentiel, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Comme vient de le dire Polo, vraiment, si on vous enlevait tout, qu'est-ce qui resterait d'essentiel? Et j'ai l'impression que ce qui nous arrive en ce moment, là, cette période un peu de confinement, alors bien sûr, il y a des difficultés, il y a des personnes qui traversent beaucoup de difficultés en rapport avec la santé, notamment avec ce virus qui est là, quoi, qui est bien présent, euh, mais que pour une grande partie de la population, cette période, elle nous permet de nous reconnecter à tout ça et qu'on avait un peu perdu cette habitude ces dernières années, voire ces dernières décennies. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être
obligé, entre guillemets, de s'arrêter, puisque c'est un peu tout ce que nous faisons tous. Hein. On est confinés à la maison, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons plus à l'extérieur. Ça nous ramène à l'intérieur. Après, la question, c'est comment moi je vais interagir dans cette situation de vie, en fait. Est-ce que je me laisse emporter par toute cette médiatisation avec tous les excès, évidemment, qu'on va un peu découvrir, je crois. Comment je réagis? Et je crois que ces situations un peu de crise, elles ont aussi la richesse de révéler énormément de potentiel, d'opportunités qui vont venir. La vraie question, c'est dans quelle pente je glisse actuellement? Est-ce que je suis plutôt en quête d'aller rechercher l'opportunité de cette situation pour moi, pour les autres, pour ce monde? Ou est-ce que je suis plus en mode un peu externe, notamment dans mon insécurité, à regarder ou être préoccupé par tout ce qui pourrait être vécu, perçu, entendu comme un danger, et du coup partir dans des fantasmes aussi. Donc, on va voir que cette relation à l'environnement, elle est propre un petit peu à chacun, mais ce qui est sûr, c'est que ces situations, entre guillemets, de crise, elles vont faire ressortir soit des personnes qui déjà allaient bien et qui vont aller encore mieux, parce elles vont rebondir, parce qu'elles ont ça presque de manière intrinsèque en elles. Donc, ce rapport à l'environnement, elles vont le faire à partir de leur qualité, de leur façon de penser dans leur tête, la façon de vivre les choses dans leur cœur et de réagir. Et au fond, elles tireront des opportunités de cette situation, c'est sûr. Après, on peut avoir une deuxième catégorie de personnes qui, elles, sont un peu en haut, un peu en bas, assez peu conscientes finalement des modalités dans lesquelles elles fonctionnent. Donc, il y a des jours ça va bien, il y a des jours ça va moins bien. On ne sait pas trop pourquoi on va bien ou on ne va pas bien. On ne sait pas trop ce qui est important pour soi. On répond un peu comme ça, un peu à l'immédiat des choses. Donc au début, on se dit, après tout, c'est sympa, on se retrouve un peu à la maison, et puis on verra bien après. Mais on n'est pas forcément acteur de la situation, ou en tout cas, on se laisse porter dans un relatif confort ou inconfort. Donc on monte, on descend, on monte, on descend. Et puis après, il y a une troisième couche pour moi, qui sont les personnes qui sont habituellement, j'ai presque envie de dire, dans un rapport au monde qui n'est pas forcément facile, parce qu'elles n'ont pas appris à être dans un rapport au monde qui est facile, parce qu'elles ont un vécu, une expérience, une situation de vie voilà, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais simplement on s'aperçoit que les modalités d'interaction avec le monde ne sont pas les mêmes, avec elles-mêmes non plus, et auquel cas, eh bien, si elles sont un peu fragiles, évidemment que cette situation contraignante va mettre en exergue, au fond, ces modalités de fonctionnement dans la manière dont je pense, la manière dont je vis et la manière dont j'agis avec mon environnement. Dit autrement, si je suis un peu fragile et que je suis sensible à la peur, à la colère, à la tristesse, à la déprime, il est clair que j'ai beaucoup plus, dans des situations de ce genre, la chance de descendre un peu dans les étages du bas. Au contraire, si je suis un peu entraîné parce que ça fait partie soit de mon essence, soit parce que j'ai appris à m'entraîner et à faire face à ces situations, à me remettre dans un mindset positif, à remobiliser mon énergie intérieure de manière créative, drôle, amusante, etc., à interagir avec mon environnement de manière plus constructive et que j'ai développé, alors soit par apprentissage, soit par éducation, soit par modalité un peu innée, et bien du coup, j'ai plus de facilité à faire face à ces situations. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ces situations de pression, pour en avoir connu un certain nombre dans ma vie, parce qu'avant mon premier métier, il faut savoir, j'ai fait 5 ans de sauvetage en mer, hein, donc j'étais confronté à des situations de stress importantes. Et je dois dire qu'une des choses importantes, c'est que les situations de stress, elles révèlent soit des héros, soit des fragilités. Et que ça n'a rien à voir avec le statut social, ça n'a rien à voir avec l'éducation qu'on a eue, enfin, en tout cas en partie. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec, voilà, son coefficient intellectuel. C'est vraiment du coefficient, là, pour le coup, émotionnel. Cette intelligence émotionnelle et dans cette faculté à réagir, interagir et co-construire. Ça, c'est des choses que, évidemment, cette situation met en exergue. Alors, à partir de là, soit je me réoriente sur, au fond, qu'est-ce que me révèle d'important cette situation, pour faire très court, Ouais. soit je reste en mode externe, emporté par mon insécurité. Et là, on va voir toutes les modalités humaines que nous avons. Et encore une fois, il n'y a pas de critique à avoir, hein, c'est juste des modalités différentes dans lesquelles on peut interagir ou dans lesquelles on peut être dans nos interactions et qui vont se révéler d'autant plus qu'on est dans une situation, évidemment, de pression, en fait. Ouais.
Donc, je trouve que la crise, elle est toujours intéressante parce que c'est un peu comme un tamis. Elle nous secoue. Et puis, ben, c'est vrai que tous ceux qui ont un germe intérieur puissant ben, vont grandir de la situation, Hmm. vont tirer des opportunités, de la créativité, vont chercher la manière d'évoluer, soit de renforcer ce qu'elles faisaient déjà, soit de changer en partie ou beaucoup leur vie. Mais c'est sûr que ça va faire bouger des personnes. Tout dépend de ce que l'on fait de cette situation. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus que bah, ce contexte peut nous interpeller, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire de ce que je vis maintenant, en fait. Alors, je me rends compte en t'écoutant parler que j'ai failli à tous mes devoirs. Et je me mets à la place des gens qui t'écoutent parler, qui se disent, mais c'est C'est qui qui est qui a cette la... personne qui parle avec autant de connaissances, autant d'inspiration, et puis qui parle si justement de cette thématique. Alors justement, est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, si justement, je ne sais pas, mais en tout cas, chacun son point de vue, je ne fais que partager le mien et Voilà, c'est important de savoir que tous les points de vue ont leur place, tout à toutes fait. les expériences ont leur place et c'est justement la rencontre de ces différentes façons de voir le monde, de le vivre, de le sentir que je trouve riche hein, et surtout, je veux pas, je veux pas, enfin, je détiens pas la vérité, quoi, en gros. Mais au vu de l'expérience, donc ça fait pour répondre un peu à ta question, donc moi je suis passionné de développement humain, tu le sais. J'accompagne, je forme et j'accompagne des centaines de personnes depuis plus de 30 ans. Et donc, par définition, je commence à avoir un petit peu de recul sur les modalités de fonctionnement humain. Et comme je me suis beaucoup intéressé à l'humain, et notamment dans sa faculté à rebondir face à des situations, eh bien, c'est vrai que cette notion de relation à l'environnement m'a toujours passionné. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent, quelles que soient les contraintes? Qu'est-ce qui fait que même des gens qui apparemment sont dans des contextes de réussite sociale, familiale et autres, bah, en arrivent à détruire leur vie parfois très rapidement. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est cette notion-là, sachant que moi je dis toujours qu'il n'est pas plus facile de réussir ou d'échouer, seules les stratégies changent. Hmm, Voilà. Parce que moi j'ai un coup de fil, j'ai ok. coupé mon téléphone. Euh, Seules les stratégies changent en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours de se dire, bah, finalement, est-ce que je suis dans une inclinaison de croissance ou est-ce que je suis plutôt dans une inclinaison de perte en fait? Moi, Mhm. c'est ce qui m'a toujours passionné et c'est ce qui fait la richesse de toute situation que l'on vit. Hein. Je crois que la réussite, elle ne réside pas dans ce qui nous arrive. La réussite, elle réside dans ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Ouais. Et c'est ça qui me passionne, c'est de découvrir à quel point il ne faut pas grand-chose en fait pour être dans une inclinaison de croissance et il ne faut pas grand-chose pour être dans une inclinaison d'échec. Et les deux dimensions m'intéressent autant l'une que l'autre. Et évidemment que j'ai les deux dimensions, moi aussi, tous les jours. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus on va être alerté, conscient, sensible à ces éléments qui nous font monter ou au contraire descendre, eh bien, c'est un peu comme apprendre à marcher sur un fil. On va dépenser de moins en moins d'énergie pour pouvoir progresser de plus en plus avec de plus en plus d'aisance, de Mhm. facilité, de joie euh, et d'intérêt en fait. Donc c'est cette dimension-là qui me passionne, à la fois le développement humain dans sa grandeur et puis en même temps dans son interaction au monde. Euh, voilà, c'est ça qui me porte. Mhm. Donc c'est une question finalement de prise de conscience et également d'action, quoi, hein, pour Absolument. de pratiquer. Et tu choisis bien tes mots, c'est-à-dire c'est à la fois une prise de conscience, et là on va parler de mindset, dit autrement de modèle de perception du monde, de fonctionnement, de regard sur soi, sur les autres, le monde. On voit vraiment que, à quel point la puissance de l'esprit et de la manière dont il fonctionne, notamment dans ses modalités cerveau droit, dans ses représentations. Pourquoi? Parce que ces modes de fonctionnement neurophysiologiques, en fait, vont entraîner un deuxième niveau qui est encore plus important, c'est l'expérience que nous vivons. Dit autrement, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, cette réalité neurophysiologique. Si je suis dans de la peur à l'égard de l'environnement, c'est une réalité neurophysiologique Ouais. qui est aussi vrai que la personne qui est complètement en sécurité. Ce qui est intéressant, je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, je dis simplement, enfin, il y en a une qui sera plus plaisante peut-être que l'autre. C'est vrai que si je suis toujours dans mes insécurités, eh ben, ça va entraîner un troisième palier qui est celui de mes comportements. Et c'est lui qui va générer beaucoup de retours. Parce que bah, la peur, la colère, la tristesse, toutes ces alertes émotionnelles négatives, enfin négatives, déplaisantes,
elles sont à la fois très positives, parce Hmm. que la peur me signale un danger. C'est très important que je prenne en compte ce danger. Si j'ai peur de ne pas gagner d'argent, bah, c'est une bonne chose, parce que peut-être ça peut m'éveiller justement à mon désir d'en avoir et au besoin qu'il serait important que je me bouge pour faire ce qu'il faut pour en avoir. Et en l'occurrence, ce n'est pas mon vecteur émotionnel qui va faire que je vais avoir au nom de l'argent, que je vais avoir au nom de la santé, que je vais avoir au nom des bonnes relations. C'est ce que je fais de cette émotion. Donc cette émotion, bah, elle est soit positive, soit négative, soit déplaisante, je vais dire, je préfère le mot plaisant ou Mhm. déplaisant. Et si je suis effectivement dans de la colère, dans de la tristesse, dans de la peur, la vraie question, c'est quel est le rapport, quelle est la relation que j'établis avec cette émotion, avec cette alerte, avec cette fatigue physique, énergétique, émotionnelle, mentale, avec enfin, tout ce qui se passe dans ce monde intérieur. Et la manière dont je vais être en relation avec va déterminer dans une très large mesure la manière dont je vais me comporter. Et ce qu'on voit, c'est que la tête, le cœur et par conséquent le corps, dit autrement les comportements que je vais avoir, eh bien, vont être les trois grandes sphères qui vont conditionner toute ma vie. Qu'elles soient affectives, qu'elles soient en rapport avec mes enfants, qu'elles soient en rapport avec l'environnement. Et ce qui est très riche, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de mieux et de moins bien, mais ce qui est très riche, c'est la diversité Hmm. et l'incroyable diversité dans laquelle on peut être quand on utilise sa tête, son cœur et ses comportements. Et moi, Ouais. ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture. Et après, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas savoir si les choses sont vraies ou non, c'est est-ce que la croyance dans laquelle je suis, la perception est une chose qui m'élève ou pas? Est-ce que l'émotion dans laquelle je suis aujourd'hui, ou la manière dont j'accueille cette émotion et dont je vais éventuellement la transformer parce que j'ai appris à la transformer, est-ce que c'est quelque chose qui va m'élever ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va servir le monde ou pas? Hmm. Puis enfin, est-ce que mes attitudes dans lesquelles je suis actuellement, est-ce qu'elles me servent? Est-ce qu'elles servent mon environnement? Est-ce que, au fond, qu'est-ce que je fais là dans le monde en permanence? Que ce soit dans l'ici et maintenant, que ce soit dans mes journées, dans mon travail, dans mon rapport avec mes enfants, mon conjoint, ma famille, mes amis. Dans quelle démarche suis-je? Donc ça, Ouais. c'est une prise de conscience en fait du fonctionnement humain, c'est ce qui me passionne. Et puis après, bah, ce fonctionnement humain, il va s'orienter sur différents grands axes, qui est la découverte évidemment de mes importants dans la vie, à quoi j'aspire fondamentalement, c'est quoi qui est essentiel pour moi dans ma vie. Et je pense que ces moments-là nous y ramènent. Qu'est-ce qui est important dans mon couple? Qu'est-ce qui est important avec mes enfants? Qu'est-ce qui est important dans ma vie affective? Qu'est-ce qui est important dans ma vie émotionnelle? Qu'est-ce qui est important dans ma vie économique, ma vie physique, la manière de manger? Qu'est-ce qui est important? À quoi j'attache de la valeur en fait? C'est chouette de pouvoir privilégier dans sa vie ce à quoi on attache de la valeur. Après, il y a une deuxième grande question, c'est qu'est-ce que je veux à terme? Si aujourd'hui je suis porté par, je sais pas moi, le désir d'aider des gens, bah, d'abord j'ai envie d'aider qui, dans quel contexte? Et si je m'écoute, si j'aime chanter, si j'aime, je sais pas, jardiner, si j'aime dessiner, si j'aime écrire, et ben voilà, que je laisse cet élan, ce feu intérieur en quelque sorte s'exprimer, cette sensibilité s'exprimer, et bien à travers quel type de projet elle m'emmène en fait. Et là on arrive dans une deuxième grande dimension, bah, c'est l'orientation que j'ai envie de donner à ma vie, Mhm. le contexte, le avec qui, quel environnement j'ai envie d'œuvrer pour demain, pour me faire plaisir, pour servir. Donner Et du sens. voilà, donner du sens, cette fois-ci en termes de direction. On avait le sens en termes d'aspiration, Ouais. on a le sens en termes de direction. Et puis, bah, pour évoluer sur ces deux axes, je vais avoir besoin d'intégrer des stratégies, des savoir-faire. Il est clair que si j'ai envie d'évoluer dans le monde de la bourse, bah, il faut que je me forme, il faut que j'intègre des connaissances, des stratégies, des attitudes. Si j'ai envie d'évoluer dans ma relation à la nourriture, si j'ai envie d'évoluer dans la cuisine, si j'ai envie d'évoluer dans la spiritualité, si j'ai envie d'évoluer sur Internet, si j'ai envie d'évoluer dans la capacité à conduire un véhicule, un car, un bus, un tractopelle ou quoi que ce soit, si j'ai envie d'évoluer dans la musique, enfin bref, quel que soit le contexte dans lequel j'ai envie d'aller, envie d'évoluer, il faut que j'intègre des stratégies pour ça. Ça s'appelle s'éduquer, se former. Et je pense encore une fois que le contexte actuel est un moment privilégié pour faire ça. Mhm. Alors, soit on va évoluer vers des objectifs, parce qu'on est en recherche, au fond, d'amélioration de ses attitudes à l'égard d'un objectif. Ça s'appelle faire de la performance, de l'amélioration constante. Dans les entreprises, on appelle ça le kaizen, améliorer ses comportements, hein, chaque jour de mieux en mieux. Dans la culture plus hindouiste, on va dire, on appelle ça le karma, c'est-à-dire réfléchir sur cette relation de cause à effet. Hein. Si j'ai un Mhm. problème qui me revient, c'est que probablement j'ai encore quelque chose à travailler jusqu'au jour où ce problème sera résolu. C'est quelque chose que j'ai à transformer intérieurement. Si je continue dans cette démarche d'amélioration, bah, il y a aussi les comportements que je peux aligner par rapport non pas à mes objectifs, mais à mes valeurs.
Une de mes valeurs, c'est par exemple me rendre compte à quel point la bienveillance, par exemple, est une chose importante. Et là, de me dire, tiens, dans ma vie de tous les jours, dans mon rapport avec mon conjoint, mes enfants, mes amis, quelles sont les attitudes qui aujourd'hui honorent cette valeur et quelles sont celles qui l'honorent moins et que je pourrais, là encore, transformer. Si ma santé est importante, Ouais. bah, c'est bien, c'est super, c'est génial d'avoir comme valeur la santé. Et on se pense en ce moment d'ailleurs que tout nous ramène justement à l'importance de la santé. Et là, de me dire, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour nourrir ma santé? Quelles sont les attitudes que j'ai à l'égard de ma manière de manger, ma manière de bouger mon corps, ma manière de prendre soin de moi. Si l'estime personnelle est une valeur importante, par exemple, bah, je peux m'interroger sur quelles sont les attitudes que j'ai chaque jour qui honorent cette valeur et surtout, quelles sont les attitudes, sans culpabilité aucune, encore une fois, mais quelles sont les attitudes qui déshonorent ça. Et le fait de prendre conscience, encore une fois, eh bien, de ces comportements et de les améliorer, bah, c'est une façon de travailler sur mon alignement personnel, sur Ouais. euh, l'élévation, en quelque sorte, de, voilà, de mon aspiration à vivre ou à incarner mes valeurs dans ma vie de tous les jours. Et c'est à travers ça qu'on peut évoluer sur des projets. Donc, il y a, tu vois, dans ma démarche, pour moi, il y a une démarche d'amélioration à l'égard de qui je suis, Mm. à partir des valeurs que je défends ou que nous défendons dans le cadre d'un couple, d'une famille, d'une amitié, d'un cercle d'amis, mais aussi d'un service. Hier soir, je donnais une conférence pour un ensemble d'entrepreneurs, au Maroc d'ailleurs, au passage, et on parlait justement de cette crise dans les entreprises. Et encore une fois, on retrouve exactement la même dynamique, c'est-à-dire elle nous ramène tous, cette crise, à se dire, bah, au fond, c'est quoi qui est essentiel aujourd'hui? Mm. Et qu'effectivement, bah, il y a des choses qu'on ne fait plus de la même façon que nous. Avant, on se serait déplacé pour faire des réunions. Maintenant, on commence à découvrir les technologies. Alors, quelqu'un disait, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? On ne l'a pas fait avant parce qu'on n'avait pas la pression extérieure. Ouais. Donc, on a privilégié la relation, c'était chouette. Maintenant, on va privilégier autre chose et peut-être qu'on va découvrir qu'effectivement, c'était chouette de se voir en direct, mais qu'il y a des tas de moments où peut-être la technologie nous permettra de faire des économies de temps, de déplacement, d'énergie. Voilà, c'est une autre façon de vivre. C'est une culture qui évolue. Donc, je crois que toute situation un peu d'oppression, comme un conflit, comme un écart par rapport à ce qu'on attendait dans la vie, comme un confinement, comme toutes sortes de contraintes, eh bien, ne sont que là pour nous faire grandir, un peu comme on irait à la salle de sport. Euh, J'aime cette image du gars qui va prendre des poids, en fait. Pourquoi? Pour développer une ressource interne, qui est, ou en l'occurrence physique. Hein. On va aller faire de la course à pied. Moi, je vais faire du sport de temps en temps et je me donne des challenges. C'est-à-dire, je vais monter 2 ou 3 fois telle ou telle montée. Voilà. Pourquoi? Parce que face à cette contrainte, je sais que je suis en train de développer un potentiel interne. Mm. Voilà. Et ben, je crois qu'on peut s'entraîner à développer ces ressources, pas seulement dans une salle de sport. On peut le faire neurologiquement, c'est-à-dire émotionnellement, on peut le faire mentalement, on peut le faire. Voilà. Incroyable comme toutes les situations de contrainte ont permis à des centaines, des milliers de personnes de développer des ressources qu'elles n'auraient jamais développées sans ces situations de contrainte. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, c'est une affaire, encore une fois, de perception, de croyance. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais ce que je crois, c'est que ce type de croyance m'amène dans une autre direction que de me dire ah non, c'est terrible, le complot, avec toutes ces choses un Mm. peu négatives qu'on peut entendre, et dans lequel parfois on peut se laisser un peu embarquer, en tout cas moi, dans lequel je refuse de me laisser embarquer. Donc d'être vraiment acteur en fait hein, Voilà. de ce qu'on vit, hein, Et la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou non, la question est de savoir si, ce qu'on en fait. encore une fois, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire, et je n'ai pas plus raison que quelqu'un d'autre. Je suis évidemment comme vous, c'est-à-dire je reçois des vidéos, des tas de trucs, j'entends des trucs qui me font un peu parfois sourire, parfois bondir, parfois, et je me dis chacun a sa place là-dedans. Et chacun agit en fonction des perceptions, des croyances, etc. Mais ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est dans quelles que soient les situations que je vois, c'est qu'est-ce qu'elle m'apprend en fait. Qu'est-ce Mm. qu'elle m'apprend? Et que ce soit d'une injustice ou quelque chose qui m'inspire, je peux apprendre des deux. Ouais. Je peux vraiment apprendre des deux. Je peux apprendre de personnes qui m'inspirent vraiment et je peux apprendre de comportements qui me désolent. Mais pas parce qu'ils me désolent, je vais apprendre parce que je réalise à quel point ça me semble incohérent de fonctionner comme ça. Et du coup, ça me ramène à, bah oui, on a des gens qui maltraitent certaines autres personnes et ça me ramène, moi, à la manière dont je suis en train de traiter mon environnement, par exemple. Mm. Dans les commentaires, on a Anissa qui justement réagit en disant parfois on est trop pris dans la vie Oui, et on en oublie ses essentiels. oui, Finalement, c'est une première prise de conscience, ça. oui, Après, voilà, la question, c'est savoir ce qu'on fait de ce constat, savoir si on réagit ou savoir si on ouais, subit.
Dans les processus d'apprentissage, et Anissa a tout à fait raison, c'est-à-dire que d'abord, il y a une première étape dans laquelle on est tous, hein, et moi le premier, on est inconsciemment incompétent. Dit autrement, on n'a pas conscience du truc. Hmm. Il y a des centaines de comportements que je peux avoir par jour dont je n'ai même pas conscience, y compris dans la manière de manger, dans la manière de faire une interview. Je peux tout d'un coup, l'autre jour, quelqu'un me dit « Apollo, tu es toujours en train de bouger les mains dans tous les sens ». Alors, quand tu es en face de toi, ça ne mange pas trop, mais c'est vrai qu'à l'écran, comme les mains sont énormes, on voit que ça. Ben, elle a raison, en fait. Ben, je n'en ai pas pris conscience. Voilà. Bon, donc, je m'arrête, je prends conscience. Il faudra du temps pour corriger cette… Tu vas. Puis après, je peux lui donner une importance ou non. Mais c'est ça que je veux dire. Donc, on est d'abord inconsciemment incompétent. On est tous à ce stade-là. Donc, prendre conscience des choses sans vouloir les changer, c'est, tiens, sans forcément changer, première étape, je prends conscience. Donc, je passe de l'inconscience de mon incompétence à la conscience de mon incompétence. Là, on est déjà dans la deuxième strate. Et ce n'est qu'une fois que j'ai conscience de mon incompétence que je peux décider, si toutefois j'en ai envie, de faire l'exercice qu'il faut pour transformer ça. Par exemple, de décider de laisser mes mains en dessous de l'écran, par exemple. Voilà. Parce que, Polo, c'est clair que si tu occupes tout l'écran avec tes mains, on voit que tes mains. Enfin, ouais, c'est pour donner un exemple. Ouais. Et puis, à force d'être attentif à cette chose-là, eh bien, ça va devenir un nouveau naturel, en fait. Je vais recréer une nouvelle habitude. Et voilà, donc, je serai passé par cette première étape qui était, j'étais inconsciemment compétent. Et puis, je suis devenu consciemment incompétent. J'étais inconsciemment incompétent. Je suis devenu consciemment incompétent d'abord. Consciemment incompétent. Je prends conscience de mon incompétence. Et après, je travaille. C'est ça l'évolution, grâce au feedback. Parce que c'est le feedback qui nous donne le moyen, évidemment, de grandir. Et puis, je prends conscience et du coup, je décide si oui ou non j'ai envie de transformer ça. Et après, il y a des éducatifs, et là, il y a plein de possibilités possibles pour intégrer le bon comportement, le bon geste. Et puis, en le répétant, ça va devenir une deuxième nature et je deviendrai inconsciemment, de consciemment compétent, je vais passer à inconsciemment compétent. Et pour accélérer l'ensemble de ces processus, rien de tel que prendre ce qu'on appelle la métacompétence, c'est-à-dire dit autrement, pour utiliser un mot très simple, c'est un, de demander du feedback et deux, de débriefer. Ouais. Et c'est ça la démarche d'évolution, c'est pas de faire des grands pas, c'est de débriefer sur les micro-comportements avant de vouloir tout changer, les grandes choses. Hein. Dans un processus d'évolution, je crois que c'est sa faculté à s'arrêter, à obtenir du feedback qui nous permet de grandir. Dans cette capacité à se reconnecter un peu à nos essentiels, dans mes coachings, j'accompagne notamment des personnes issues de l'adoption, parce que ça fait partie de mon histoire et c'est ce qui m'a donné envie vraiment d'accompagner ces personnes-là, donc des personnes adoptées ou alors des parents d'enfants adoptés qui traverseraient des difficultés, des problèmes à trouver des repères dans leur vie, à trouver du sens, parfois même à trouver une certaine identité. Absolument. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner pour justement, à partir de ces difficultés, réussir à prendre conscience de ces essentiels quand on est obnubilé notamment par un passé qui peut être soit absent, soit difficile, traumatisant. Ouais. En tout cas, des difficultés qui peuvent nous empêcher de nous construire. Parce que tu nous parlais justement de construire l'avenir, de donner du sens, une direction à sa vie. Mais quand la direction est essentiellement tournée vers le passé, comment est-ce qu'on peut retourner justement cette tendance? Alors, j'aime bien parce que dans tes mots, il y a la réponse. Comment retourner le passé? On ne va pas revenir dans le passé. Ouais. Par contre, il y a une chose que le cerveau sait très bien faire, c'est ramener le passé dans le présent. Pourquoi? Parce que l'inconscient, le préconscient, le système émotionnel, il vit les choses d'aujourd'hui à partir des expériences qu'il a déjà eues. Dit autrement, si hier on s'est engueulé et qu'on se retrouve le lendemain matin, ce n'est pas la même chose que si on a fini notre soirée en riant comme si ce n'était pas possible. Je veux dire par là qu'au moment où je vais te revoir, la référence de la veille va venir occuper mon présent. C'est pareil avec tous nos souvenirs, sauf que comme ils sont nombreux, ils sont emboîtés derrière, en arrière-plan, on a ce qu'on appelle des références, et que ces références, elles impactent sur notre vie de tous les jours. Et ces références, elles sont parfois fortement marquées et parfois complètement inconnues, en tout cas consciemment. Et du coup, les problèmes du passé sont même parfois reconstruits à partir de la perception qu'on a du passé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut
reconstruire dans deux sens. Je faisais encore un coaching cet après-midi avec une personne qui a effectivement vécu un passé qui a été particulièrement difficile. À la fin du coaching, la personne pleurait, mais pas de tristesse. Elle pleurait de reconnexion au sens et à la puissance que ce passé pouvait donner à sa vie aujourd'hui. Mmh. On n'a pas changé le passé, on a changé l'histoire que la personne se raconte et par conséquent les ressentis qu'elle éprouve à l'égard du passé. Et ça se passe dans le présent. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne vit qu'au présent, mais la réalité, c'est que notre système neuro-émotionnel, lui, il vit avec les références qui sont passées. Mais ces références passées ne sont que des souvenirs. Et la réalité, c'est que nous vivons aujourd'hui non pas en fonction du souvenir, mais du rapport, c'est-à-dire de la relation que nous avons au souvenir. Mmh. Alors oui, je peux avoir un passé perdu, parce que je n'ai pas de racines, parce que j'ai été abandonné, parce que j'ai aucune identité, parce que j'ai changé d'identité, parce que je ne sais même pas qui c'est qui m'a amené dans ce pays. Enfin, je ne sais pas quel est le problème. Si moi, j'ai accompagné quelqu'un en rapport avec ce passé, la première chose que je vais lui demander, c'est qu'est-ce que tu vis aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Et si j'étais en auto-accompagnement, ce que je peux inviter les gens à faire s'ils sont confrontés à ça, c'est juste écrire. Aujourd'hui, là, ici et maintenant, qu'est-ce que je vis? Est-ce que je sens de l'insécurité? Est-ce que je sens de la colère? Est-ce que je sens de la tristesse? Qu'est-ce que je vis? Et la première chose, la première démarche, c'est mettre des mots MOT sur des mots MAUX qui ont tendance à revenir. Mmh. Tu me suis? Oui. Pour moi, c'est la première démarche. Et on peut le faire en auto-accompagnement comme je pourrais le faire si c'était moi qui écoutais la personne. Ouais. Et pour reprendre l'exemple de cet après-midi, la première chose que j'ai dit à cette personne, c'est qu'est-ce que tu vis aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ressens? Et là, j'ai senti de l'émotion, mais ce n'était pas de l'émotion de puissance là, qui sortait. C'est de l'émotion de tristesse, de colère, de rage même, etc. Et de sentiment d'avoir été bafoué, en fait. Mmh. Comme C'est s'il vrai, lâchait d'un seul coup tout un flot d'émotions qui… absolument. Et au moment où je dis ça, il me dit, tu sais, je ne sais pas si je peux en parler, en fait, mais je dis, tu sais, vas-y, pour moi, c'est complètement OK. Parce qu'on est juste en train de mettre des mots sur ce que tu ressens, et la plus belle chose qui puisse arriver, c'est que tu accueilles cette dimension. Pourquoi? Parce que je vais te montrer ce qu'il y a derrière. Mais ça passe par l'accueil, Mmh. pas le rejet, la dévalorisation ou la critique. L'accueil de ce que je vis, de ce que je ressens. Donc, je pose des mots MOT sur les mots MAUX. Voilà, je note. La question, c'est qu'est-ce que je vis maintenant? Ensuite, la deuxième chose que je l'inviterai à faire, c'est qu'est-ce qui t'amène, quand tu repenses à ton passé, ou est-ce que tu te dis de ton passé, c'est qu'est-ce qui t'amène à, réaliser, à être comme ça? À quoi tu penses quand tu penses à ton passé? Pourquoi? Parce que je vais amener la personne en conscience de ce qui se passe en arrière-plan Mmh. et qui se répète sans cesse, mais dont elle n'a pas forcément conscience. C'est la manière dont elle est en relation avec son passé. Donc, c'est la deuxième chose que je vais l'inviter, sur laquelle je vais l'inviter à méditer. C'est comment je m'y prends pour être triste quand je repense à mon passé. Qu'est-ce que je me dis de ce passé? Ah oui, tu comprends, j'ai été trompé, j'ai été agressé, on ne m'a pas aimé, etc. Et bien sûr que le ressenti dans lequel est la personne va être cohérent avec la représentation de la relation, de la manière dont elle perçoit les choses. Tu comprends? Mmh. Oui. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle souffre. Elle souffre parce qu'en arrière-plan, il y a des combinaisons d'associations qui sont construites sur des représentations. On va appeler, nous, des croyances. Donc, à quoi tu crois à l'égard du passé? Ah ben, évidemment, si tu crois que ton père, et il y a peut-être une réalité observable, parce que j'ai été fortement violenté ou abandonné, que c'était complètement injuste. Peut-être qu'on m'a retrouvé au milieu des cartons et je ne comprendrai jamais pourquoi ma mère m'a laissé traîner au milieu des cartons. Sauf que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé pour ma mère à ce moment-là. Aucune idée. Le fait de Mais l'exprimer, de le l'interprétation que montrer. j'ai, c'est ça là. Tu vois, je repense à un autre coaching que j'avais eu d'une jeune femme qui avait très très mal vécu le rapport avec sa mère parce que elle avait relativement réussi et sa sœur, qui avait soi-disant plus de fragilité,
avait eu une attention beaucoup plus importante de sa mère. Mhm. Et elle a toujours pensé que sa mère avait plus aimé sa sœur. Et qu'elle, elle devait toujours être forte et que c'est toujours sa sœur qu'on aidait. Le travail qu'on a pu faire avec elle, c'est de se remettre vraiment au contact de ce qu'elle vivait aujourd'hui, de la manière dont elle construisait sa réalité d'aujourd'hui à l'égard de sa mère, et ensuite de se mettre à la place de sa mère, dans la réalité de sa mère, jusqu'à découvrir en fait que probablement pour sa mère, toute l'attention qu'elle avait mise sur sa sœur, c'est montrer juste que sa sœur était plus en fragilité et qu'elle comptait justement sur l'autre qui était plus solide en fait. Mhm. Et que l'attention qu'elle avait mise sur sa sœur, ça n'avait rien à voir avec de l'amour, au contraire. Elle avait une considération beaucoup plus positive. Mais le jour, c'est pas dans cette tête que ça a été important de comprendre ça, c'est le jour où elle l'expérimentait. Donc là, il y a des processus de travail, il en existe plein, pour amener à cette connexion-là. Mais ce qui est sûr, c'est que si je redemandais ou si tu redemandais à cette personne, tiens, comment tu conçois maintenant le rapport que ta mère a eu avant, elle n'a plus du tout la même réponse. Ouais. Donc, elle n'a pas changé l'histoire, elle a changé la relation à l'histoire. Dit autrement, l'histoire qu'elle se raconte aujourd'hui. Comme dirait mon ami, j'aime beaucoup, frère de cœur, Martin Latulippe, si tu veux changer de trajectoire, commence par changer l'histoire. Mhm. Je crois que ça vient même de David Lefrançois. Enfin bref, qu'importe, mais j'aime bien l'idée. Alors, ça, c'est par rapport à l'histoire. Ouais. Donc là, on rentre dans un travail un peu plus profond, mais première chose, aujourd'hui, c'est revenir à l'instant présent. Qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que ça révèle d'important pour l'avenir? Si aujourd'hui, je vis de l'insécurité, parce que financièrement, je suis vraiment dans une situation qui est compliquée, c'est important de mettre des mots, MOT, sur ce mot MAX. J'ai peur, je suis dans l'insécurité. OK. J'inspire. Bah, est-ce que je peux respirer? Oui. Est-ce que je peux bouger? Oui. Est-ce que je peux manger? Oui. Est-ce que je peux bouger à l'extérieur? Oui. Et là, je vais remettre le focus sur qu'est-ce qui est ici et maintenant positif. Mhm. Et qu'est-ce que cette insécurité me révèle? Eh bien, à quel point c'est important de retrouver de la sécurité à l'égard de l'argent. À quel point c'est important l'envie de me sentir en sécurité. Donc, cet argent à qui je n'ai pas forcément donné toute l'importance jusqu'à présent, eh ben, je découvre que c'est juste important dans ma vie. Mhm. Et je vais prendre du plaisir à décider qu'à partir de maintenant, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais à partir de maintenant, retrouver de la sécurité financière, c'est important. C'est un désir qui est aussi vrai et aussi puissant que l'ombre inverse qui est l'insécurité que je peux vivre. Ouais. J'ai perdu une relation, mince, je le regrette. Ben, la vraie question, c'est aussi fort que j'ai perdu cette relation, je réalise à quel point j'ai besoin de cette relation. Et ai-je été toujours à la hauteur de la relation que je serais prêt à donner maintenant pour récupérer cette relation? Mhm. Donc, je crois qu'il y a derrière toute ombre une lumière beaucoup plus grande. Ouais. La vraie démarche aujourd'hui, c'est poser les choses, mettre des mots sur les mots MAUX pour aller révéler les importants qui sont derrière. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose à faire pour quelqu'un qui aurait envie d'avancer. Donc, poser des sources de frustration Puis le et fait d'externaliser. détecter derrière les importants ici et maintenant. Et Mhm. si je découvre que c'est important, alors du coup, ça va pouvoir, grâce à cet important, grâce à cette valeur, je vais pouvoir allumer un projet. Par exemple, de décider que d'ici un an, je vais générer de nouvelles sources de revenus, une nouvelle organisation, de nouvelles façons de retrouver de l'énergie, parce que je décide qu'aujourd'hui, ma santé, c'est important. De remettre de la qualité dans mes relations avec mes enfants, mon conjoint, avec mes amis, parce que je suis en train de détecter à quel point c'est important. Ouais. Là, il y a un autre important que je suis en train de détecter, c'est que je n'ai pas branché mon ordinateur. Donc, je vais faire une petite sortie d'écran pour brancher mon ordinateur, sinon tout va s'éteindre. Pas de souci. Bah, pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez justement des questions que vous vous posez par rapport à vos propres expériences, votre propre vécu et puis votre propre rapport justement à cette reconnexion à l'essentiel. Je vois d'ailleurs que le temps passe super vite. Il est déjà 19h47. On va dire qu'on a Ah à oui. peu près encore 5 minutes pour prendre vos questions et puis pour conclure. Et puis le temps
de dire le mot de la fin. C'est vrai qu'on pourrait t'écouter parler pendant des heures, mon Polo. Écoute, merci. Euh, donc, on a eu quelques commentaires. Je viens de les perdre là. Je viens de perdre D'accord. le commentaire. Ah oui, parce qu'il défile en fait. Ouais. Voilà, on a eu Laetitia qui nous met oui, cette période nous pousse à prendre conscience de nos états internes. Nous en sommes responsables et pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui partagent notre quotidien. Et ça résume parfaitement ce que tu viens de dire. Absolument. Mm. Absolument. Ouais. Ouais. En tout cas, Et, on peut prendre la responsabilité de ce qu'on émane. Alors, pour moi, il y a toujours deux phases dans le monde des états internes. C'est l'accueil vis-à-vis de moi et des autres, que ce soit d'un enfant, de mon conjoint, d'un parent, d'une personne qu'on accompagne en termes de coaching ou de moi-même. C'est toujours d'accueillir ce qu'il vit. Qu'est-ce qui se passe là? Et tout est OK dans ce sens. Et après, c'est se reconnecter à qu'est-ce que ça me révèle et qu'est-ce que je veux ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on veut ici et maintenant? Et moi, je ravite, et je trouve que c'est chouette ce retour vers l'essentiel parce que c'est un retour vers l'ici et maintenant, dans cette présence, cette qualité de présence à soi, aux autres. Et voilà, donc ce que je suggère toujours, c'est toujours accueillir et rester au-delà de l'accueil, de se dire qu'est-ce qui est important maintenant. mm. Je peux être dans la frustration parce que mon conjoint a oublié d'amener le pain que je lui avais demandé d'aller chercher. Ma conjointe, enfin bref. Elle me dit, OK, je ne suis pas très bien, mais c'est quoi l'important maintenant? À quoi j'aspire maintenant? Ouais. Donc c'est bon d'accueillir, mais pas de se noyer dans l'émotion. Mm. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est vrai, comme tu dis, de l'exprimer avec des mots, ça permet d'extérioriser. Le fait Oui, d'extérioriser, ça nous met en position de recul par rapport à la situation et justement ici et maintenant d'être plus à même et plus lucide et plus en conscience pour faire les bons choix, pour passer à l'action, pour adopter les meilleurs comportements, les meilleures stratégies pour avancer quoi, vers ce qui est important pour nous. ouais. Et encore une fois, parce que ce quoi j'interpelle les personnes aujourd'hui dans ce moment de confinement, c'est est-ce que je suis en mode passif ou est-ce que je suis en mode acteur? Mm. On s'est rendu compte d'une manière très générale que ceux dont les gens souffrent le plus, c'est-à-dire ceux qui va leur retirer le plus de confort, c'est le sentiment sur le fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont Ouais. coupés de leur choix. Ils n'ont pas l'impression d'être acteurs. Ils ont Mm. l'impression de subir. Ouais. Moi, je dis toujours que dans ces moments-là, la fragilité va commencer à naître quand j'ai le sentiment que je n'ai pas le choix. Donc, une première chose, par exemple, pour redevenir l'acteur, c'est juste prendre conscience que je suis acteur de la manière dont je structure ma journée. Je peux être acteur du fait de décider d'aller faire du sport, d'essayer de faire des crêpes avec mes enfants, de prendre un temps pour moi pour lire, de me faire un bon film, d'aller me prendre une douche. C'est juste prendre conscience que je suis acteur de ce que je fais, je suis acteur de ce que je vis et je suis acteur de ce sur quoi je pose mon attention. Voilà. Après, la deuxième strate, c'est est-ce que ce que je suis en train de percevoir, regarder, observer, est-ce que je suis en train de vivre ou ce que je suis en train de faire, est-ce qu'elle m'amène vers du bonheur ou pas, en gros. Mm. Parce que c'est la clé de tout, le bonheur. Voilà. Mm. Mais je pense qu'à partir du moment où on se sent acteur des choses, c'est Mandela qui disait enfermé dans sa cellule, il a passé 28 ans en prison et dans cette 27e année, je crois qu'il disait en fait que je suis l'homme le plus libre du monde. Mais en fait, il était enfermé, mais la réalité, c'est que son esprit est libre. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est quelle que soit la situation, le contexte dans lequel je suis, c'est comment de l'intérieur je peux gagner en espace de vie. Et je crois que c'est ça être acteur. Mm. Je trouve que c'est une très belle conclusion Oui, merci. d'être acteur, voilà, pour justement se donner le choix de De créer, connecter à d'inventer, de l'essentiel, de rebondir. créer exactement. Mm. Bah, écoute, merci Polo pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, tout ce contenu hyper enrichissant et hyper inspirant. Comme tu dis, c'est peut-être pas forcément la vérité, mais en tout cas, c'est ta vérité. Et moi, elle m'inspire beaucoup, en tout cas. Donc, et je suis sûr qu'elle va inspirer énormément de personnes. Merci beaucoup. Et Merci à merci à toi. vous aussi qui étiez en ligne avec nous. Exactement. Moi, ce que j'aime toujours faire comme ça, quand une petite élocution, un partage, si vous avez envie, mais c'est toujours intéressant pour les gens qui y arrivent après, pour tous les membres du groupe, c'est toujours me dire, tiens, quel est le truc, il y avait un truc que je retiens
comme ça, un peu en synthèse. Et s'il y avait un mot ou deux comme ça que je retiens, ce serait plutôt quoi? Voilà, si vous avez envie de partager dans les commentaires. Moi, j'adore ça. Puis, comme je vais les relire, comme ça me donne aussi l'occasion d'interagir avec vous. En tout cas, un grand merci, Jung, pour ce Merci à petit toi, moment. Polo. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec toi, de t'écouter parler. Et puis, bah, merci à vous tous de nous avoir suivis. On a Abdelkader qui nous dit faire, être et avoir Et donner. et donner. Merci. Et Merci voilà. à tous. Restez chez vous. Et puis, bah, bon courage pour la suite et reconnectez-vous à votre essentiel. C'est important pour vous. Merci. À Bonne soirée à bientôt, Jung. tous. Hop, voilà.